Bienvenue sur la plus grosse vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente l'histoire du Paris Saint-Germain dans son ensemble, de sa création à aujourd'hui. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Que vous soyez fin connaisseur du Paris Saint-Germain ou plutôt nouveau supporter, j'aimerais à tous pouvoir vous apprendre un tas de choses dans cette vidéo. Pour également vous remercier des 20 000 abonnés, encore une fois, merci. Il y aura dans cette vidéo plusieurs concours pour gagner des maillots. Allez, on est parti. L'histoire du Paris Saint-Germain débute en 1904, le 21 juin exactement, avec la création du club du Stade Saint-Germanois. Ce club-là, durant 70 ans, voguera dans les hautes et moyennes sphères du football français. Il évoluera tranquillement à son rythme jusqu'en 1969 où l'histoire du Paris Saint-Germain commence réellement. Alors que le Stade Saint-Germanois vient d'atteindre la 2e division en 1970, il y a à Paris un nouveau grand projet de football qui se prépare. Et après plus de 18 mois de préparation, le Paris Football Club est lancé. Durant alors la saison 1969-1970, le club sera donc fantôme et il ne jouera pas. Il sera toujours en train de s'organiser pour se lancer. L'année passe et à la fin de la saison, il est grand temps pour le club de se bouger parce que oui, disons-le, il est en retard et il n'a pas encore trouvé tout ce qu'il lui fallait. Les dirigeants du Paris Football Club vont donc tenter un move un petit peu étonnant mais pour autant pas bête du tout. Ils vont proposer au CS Sedan-Ardenne de fusionner, ce même club étant en division 1 qui était en gros la Ligue 1 de l'époque, ça leur aurait permis de se lancer directement dans le grand bassin. Sauf que, coup de théâtre, le CS Sedan-Ardenne décline la proposition du Paris Football Club. Le temps est donc compté, il faut trouver une solution. Alors, les dirigeants ont l'idée de regarder un petit peu plus bas en 2e division et de voir si un autre club ne serait pas partant pour lui tenter une fusion. Et vous vous en doutez, c'est le club Saint-Germanois qui est choisi et qui accepte finalement de fusionner pour se lancer directement en 2e division où il venait d'être promu avec le Paris Football Club. Et de cette fusion va naître le fameux terme Paris Saint-Germain, fusion entre club Saint-Germanois pour Germain et Paris pour Paris FC qui donnera donc Paris Saint-Germain. Paris est donc dans le groupe du centre du championnat. Paris finira premier de son groupe et le 12 juin 1971, après avoir affronté Monaco et Lille, il sera sacré champion de 2e division ayant battu les deux autres leader des deux autres groupes de 2e division. Le Paris Saint-Germain est donc promu en D1 à l'issue de la saison 1970-1971. Sauf que malgré cette brillante première saison, le maire de Paris ne voit pas ça d'un très bon œil. C'était d'ailleurs, entre autres à ce moment-là, le propriétaire du Parc des Princes, et donc il avait un certain pouvoir vis-à-vis du club. Deux raisons le pousseront à ne pas soutenir le club. La première était l'idée qu'il ne voulait pas soutenir un club dont le stade n'était pas à l'intérieur de Paris, et deuxièmement, c'est lié, il n'était pas fan que le Paris Saint-Germain soit un club de banlieusards, pas vraiment de la capitale. Alors, fracturé, le Paris Saint-Germain se scindra en deux en mai 1972. Pour simplifier ce grand bazar, il y aura donc premièrement le Paris FC qui reprendra ses propres couleurs et qui restera donc en section professionnelle en D1. Alors que l'autre branche, amateur du club, qui conservera le nom du Paris Saint-Germain, sera elle reléguée en D3 après avoir malheureusement gravi les échelons en D1. Et bah c'est la chute. Ils termineront tout de même la saison 1971-1972 en première division où ils finiront seulement 16e. Fin de saison, les deux parties se scindent en deux et le Paris Saint-Germain est donc relégué en D3. Le Paris Saint-Germain amoindri s'apprête donc à lancer sa saison en 3e division, sauf que coup de théâtre, l'US Quevilly pour des raisons financières ne peut être promu en D2. Et c'est donc le Paris Saint-Germain qui aura la chance de prendre leur place et de jouer directement en 2e division. Et au terme de cette saison où on finira seulement 2e, ça ne nous suffira pas malheureusement pour revenir en D... Et bah si, parce que contre Valenciennes, en barrage, on finira par les battre et donc être promu justement en D1. Retour dans l'élite pour le club du Paris Saint-Germain dès la saison 1974-1975. Et ce n'est pas tout. Henri Patrel, qui était à ce moment-là le dirigeant suprême du Paris Saint-Germain, décidera de faire appel à Daniel Echter. Daniel Echter, qui est-ce ? Eh bien c'est quelqu'un qui va prendre de grandes responsabilités dans le club, mais vous allez voir, ça va vite partir en vrille. Et c'est notamment lui qui va dessiner le maillot emblématique du Paris Saint-Germain, le maillot dit Echter dont vous avez peut-être entendu parler. C'est lui qui a imposé les 3 premières couleurs, les couleurs connues du Paris Saint-Germain, avec la forme de maillot et l'emplacement que vous connaissez. À savoir que le bleu et le rouge sont les couleurs de la ville de Paris, alors que le blanc représente elle la ville de Saint-Germain-en-Laye. Tout semblait alors tout beau, tout rose au Paris Saint-Germain, sauf que malheureusement, Henri Patrel, qui était toujours à ce moment-là le dirigeant suprême du club, avait, comme je vous l'ai dit, délégué des responsabilités à Echter. Or, les deux vivent assez mal cette cohabitation et ça va être facteur de conflit. C'est Daniel Echter qui,
en ressort quelque peu vainqueur puisque c'est lui qui prendra officiellement les rênes du Paris Saint-Germain à temps plein sans autre personne à ses côtés. Patrel, lui, de son côté, prendra en main l'équipe de France jusqu'en 1979. Le club va continuer à avancer puisque durant la saison 1974-1975, le club terminera à une modeste place de 15e de première division. Pour autant, en Coupe de France, ils parviendront jusqu'en demi-finale où ils seront à la fin éliminés. Et on commencera à voir les grands joueurs qu'on connaît au Paris Saint-Germain avec notamment François Mpélé qui, toute compétition confondue cette saison-là, marquera la bagatelle de 31 buts. Les années s'enchaînent alors, 1975-1976, on gagne une place, on termine 14e, on se fait éliminer en quart de finale en Coupe de France. François Mpélé fait légèrement moins bien avec seulement 18 buts inscrits, mais pas de panique, tout va bien et le Paris Saint-Germain va bientôt s'envoler. Durant la saison 76-77, ça y est, on prend nos ailes et on s'envole, on termine sur le top 10 en 9e place, mais on régresse encore en Coupe de France puisqu'on se fait éliminer en 8e de finale. L'Algérien Moustapha Dallet marquera 26 buts, toute compétition confondue, sauf que la saison d'après, il va y avoir un très sérieux remue-ménage. Vous en avez tous entendu parler, Carlos Bianchi arrive au Paris Saint-Germain et durant cette saison de 1977-1978, il marquera toute compétition confondue 40 buts et à ce jour, c'est l'attaquant, que dis-je, le joueur du Paris Saint-Germain qui a le meilleur ratio en termes de buts par match joué, puisqu'en moyenne, il marque 0,89 buts par match. C'est mieux que Neymar qui lui est à 0,88 ou encore Kibra qui lui est à 0,87. On terminera seulement deuxième en D1, on se fera éliminer en 16e de finale en Coupe de France, mais qu'importe parce que la saison prochaine, ce sera la saison du renouveau. Incroyable histoire, Daniel Echter qui était toujours le président du Paris Saint-Germain, il lui est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Malgré le fait qu'il ait toujours clamé son innocence et encore aujourd'hui, il va être viré du club et radié, interdit de toute direction sportive à vie. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il aura apparemment ouvert une double billetterie au Parc des Princes, sauf que dans cette billetterie, cette double fameuse billetterie, il y avait de faux billets. L'arnaque aurait donc été finement menée, et l'argent récupéré aurait donc servi en partie à les reverser aux joueurs. Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop la véritable histoire, c'est l'histoire officielle, toujours se méfier de ce qui est officiellement dit, dans ces histoires un petit peu litigieuses comme cela, mais factuellement, il sera viré de la présidence et interdit, comme je l'ai dit, à vie de toute direction sportive. C'est alors Francis Borrelli, qui jusque-là était le vice-président du club, qui prendra les rênes du Paris Saint-Germain et lancera une nouvelle dynamique exceptionnelle sur le club. Et malgré le départ, juste au début de cette saison, de Carlos Bianchi, on mènera quand même finement notre barque. Et ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini puisque la saison suivante, Paris gagne la Coupe de France avec une histoire incroyable où, suite au temps réglementaire, ils feront 1-1. À la fin des prolongations, ils feront les deux clubs 2-2. Cela se terminera donc au tir au but. Et malgré un Saint-Etienne porté par le Michel Platini en personne de l'époque, Paris l'emportera 6-5 au tir au but et sera donc sacré champion de France. La saison suivante, ils conserveront incroyablement le titre contre Nantes en finale où ils gagneront 3-2. Mais attention, grâce à cette Coupe de France remportée, ce fut le début de nos toutes premières épopées européennes. Durant la saison 82-83, ça y est, nous entrons dans le grand bassin de l'Europe. Malgré une 3e place en championnat et comme je l'ai dit, une nouvelle Coupe de France consécutive remportée, on parviendra jusqu'en quart de finale des Coupes des Coupes. La Coupe des Coupes, c'était une compétition européenne où chaque gagnant de la Coupe de chaque pays y était qualifié pour la saison suivante et du coup, 32 équipes s'y affrontaient pour gagner la fameuse Coupe des Coupes. Le Paris Saint-Germain parviendra en quart de finale où il se fera malheureusement éliminer impitoyablement contre Waterschei. Malgré une victoire 2-0 à l'aller au Parc des Princes, on se fera rattraper chez les Belges 3-0. Mais fort de ce nouvel élan et suite à la, encore une fois, Coupe de France remportée, nous sommes encore qualifiés pour la Coupe des Coupes européenne. Cette fois-ci, on parviendra moins loin, malheureusement, seulement en 8e de finale où on rencontrera la Juventus que Platini avait auparavant rejointe et donc c'est le retour du bâton. Platini, vengeur, qualifie la Juventus. Match cruel puisqu'on fait 2-2 à domicile et 0-0 à l'extérieur, mais comme la Juve a marqué 2 buts chez nous et que nous n'avons pas marqué chez eux, ils se retrouvent qualifiés. Cette saison-ci, côté Ligue 1, c'est légèrement moins bien, seulement 3e et tout de même une finale perdue 1-0 contre l'AS Monaco en Coupe de France. Après cette saison plutôt moyenne, pas mal non plus, ça va être Gérard Houllier qui va prendre le poste d'entraîneur à Georges Perroche. Et ça y est, cette saison, c'est la bonne puisqu'en championnat, on termina premier. Ce n'est pas un hasard parce que justement, à cette époque, on avait le gardien Joël Batz qui était un très bon et très grand gardien. Le milieu de terrain défensif Luis Fernandez, Safet Suzic, meneur de jeu au milieu de terrain exceptionnel flamboyant, également en attaque Dominique Rocheteau
également meilleur buteur de la saison cette saison-ci. Avec donc cette colonne vertébrale forte de ces 4 joueurs, gardien, milieu défensif, meneur de jeu et pointe, on parviendra à faire de grandes choses. Malgré les 20 buts, toutes compétitions confondues, comme je l'ai dit, de Dominique Rocheteau, on finira par se faire éliminer 2-1 en demi-finale contre Bordeaux de Coupe de France. Malheureusement, de 1986 à 1990, c'est une fin de cycle pour le Paris Saint-Germain qui n'y gagnera pas grand-chose, seulement une 2e place en championnat contre Marseille en 1989. Le président Borelli est remis en cause et va donc malheureusement partir du club. Ça se fera de manière assez surprenante puisque Jacques Chirac, maire de Paris de l'époque, inquiet des difficultés sportives et financières du club, fera tout pour aller faciliter le rachat du club. En 1991, c'est Canal+, en personne, qui investit à hauteur d'à peu près 40% des parts du Paris Saint-Germain et qui devient donc un actionnaire important du club. Michel Denisot prend les rênes et c'est parti pour un nouveau grand souffle et une nouvelle grande période. Il y a d'abord le recrutement d'Arthur Georges qui deviendra le nouvel entraîneur, mais également de Paul Le Guen, de Valdo, Ricardo, David Ginola ou encore Laurent Fournier. Avec cet effectif, dès la saison 1991-92, le Paris Saint-Germain renoue avec le podium en terminant en 3e position du championnat. Mais c'est pas tout, avec les moyens colossaux de Canal, on recrute également Alain Roche, Vincent Guerouin, Bernard Lama et même Georges Weah. Après une première partie de saison incroyable où le Paris Saint-Germain terminera en tête, nous terminons finalement en 2e place du championnat à la fin de la saison. Mais pour autant, on s'offre une petite Coupe de France contre Nantes 3-0, plutôt pas mal, et un très beau parcours en Coupe de l'UEFA, puisqu'on élimine Naples, Anderlecht, le Real de Madrid, suite au fameux grand match, on avait perdu 3-1 à l'aller, puis 4-1 au retour avec une tête magistrale d'Antoine Comboiré, qui a le même prénom que moi, qui nous offre la victoire. Et on se fera malheureusement éliminer en demi-finale contre la Juve. Saison 1993-94, Michel Denisot, qui était alors pas vraiment président officiellement, mais qui dirigeait quand même bien le club, et ça y est, officiellement président délégué du Paris Saint-Germain. On a le petit joueur, un pas trop connu, Rai, qui rejoint l'effectif, et là, c'est magique, ça devient vraiment une très grande équipe. Après pourtant, un début de saison un peu compliqué, et bien avec Rai, le Paris Saint-Germain terminera champion de France, nouveau championnat gagné, alors que du côté européen, encore une fois, on atteint les demi-finales, on élimine sur le passage encore le Real, vraiment pas mal, mais malheureusement, on se fait éliminer par Arsenal, encore une fois en demi. Saison suivante, Luis Fernandez, qui était un grand joueur du club, prend le relais et remplace Arthur Georges au poste d'entraîneur. Paris malheureusement ne terminera que 3e en championnat, mais s'offrera la Coupe de France et également la toute première Coupe de la Ligue. Mais c'est pas tout, puisque la saison précédente, Paris ayant gagné le championnat, on était qualifié pour notre toute première Ligue des Champions. Alors oui, on a plusieurs fois joué la Coupe de l'UEFA auparavant, mais c'était la première fois qu'on jouait une coupe se nommant la Ligue des Champions. Même si oui, c'était pareil que la Coupe de l'UEFA, qu'on se le dise. Et cette saison, dans cette compétition, on n'ira pas en 8e, non, on n'ira pas en quart, non. On sortira malheureusement en demi contre l'AC Milan, le grand AC Milan, après avoir éliminé le Barça de Cruyff, avant d'entamer la prochaine saison 1995-96, plusieurs départs notables. Weah, Ginola, Valdo, Ricardo quittent le club, alors qu'en contrepartie, Patrice Loco, Bruno Ngotti et Yuri Djorkaeff rejoignent le club. Paris démarre extrêmement bien la saison en étant en tête du championnat, mais à la reprise en janvier, t'as Auxerre qui nous foudroie. Denisot fait même appel à Yannick Noah pour remobiliser l'effectif. Mais malheureusement, on s'inclinera en championnat, terminant 2e après Auxerre, qui cette saison-là fit une saison remarquable. Grande date, grande année du Paris Saint-Germain, puisqu'en Coupe des Coupes, incroyable, exceptionnel, on gagne contre le Rapid Vienne, et on gagne le premier grand titre européen du Paris Saint-Germain, et malheureusement le seul à ce jour. Été 1996, Luis Fernandez est remplacé par Ricardo Gomes. La saison 96-97 débute donc, et tout comme la dernière, le Paris Saint-Germain débute très fort, mais ils s'inclineront en championnat, rattrapés encore une fois, cette fois par Monaco. En revanche, de nouvelle fois en finale de la Coupe des Coupes, après avoir battu le Liverpool FC en demi-finale, on s'inclinera malheureusement contre le FC Barcelone. Fun fact, Bernard Lama, durant la saison, est contraint d'abandonner le Paris Saint-Germain et de quitter le club en étant contrôlé positif au cannabis. À la fin de la saison, Canal+ rachète à peu près 17% des parts supplémentaires, passant donc de 40% à peu près 57% des parts. C'est également la période où le Paris Saint-Germain est en contact avec Ronaldo R9, mais ne voudra pas le faire signer
pour ne pas écraser les autres clubs français. Ceci pour que Canal, qui était également le diffuseur des matchs de Ligue 1, puisse satisfaire les autres clubs. La saison se termine et l'été 1997 se profile. Le Paris Saint-Germain recrute Christophe Revaux, Marco Simone, Florent Maurice, deux belles petites têtes. Paris en barrage pour la Champions League arrivera à s'y qualifier. Il arrivera donc en phase de poule et là, je crois que c'est l'histoire la plus improbable du Paris Saint-Germain. Je ne savais pas que Thomas Meunier avait un père joueur du club, puisque durant un match de poule de Ligue des Champions, on fait l'erreur d'aligner un joueur qui de base était suspendu. Et donc le UEFA désignera une victoire sur tapis rouge 3-0 à l'encontre du Paris Saint-Germain. Victoire sur tapis rouge, c'est-à-dire que le match, on ne prend pas le résultat qui a été joué, mais on attribue un score tel qu'on l'a décidé. Incroyablement, pour se qualifier, le Paris Saint-Germain devra réussir l'exploit de les battre au retour. Et c'est ce qu'ils feront, 5-0 au Parc des Princes. Quel plaisir. Malgré cet exploit en phase de poule, on finira par s'y faire éliminer tristement. Et en championnat, c'est guère mieux puisqu'on terminera 8ème. Saison assez médiocre du Paris Saint-Germain, disons-le. Suite à ça, Denisot passera la main à Charles Bietri, qui deviendra donc le président du club et le dirigeant. Et Bietri décide de faire table rase sur pas mal de joueurs, notamment Rey, Fournier, Le Guen, Guérin, Roche, qui seront amenés à quitter le club. Et c'est pas tout puisque Bernard Lama, ayant digéré sa petite conso, est de retour dans l'effectif parisien. Malgré de belles arrivées, la mayonnaise ne prend pas. Arthur Georges, l'entraîneur, est limogé. En milieu de tableau du championnat, est également éliminé très tôt des compétitions européennes. La saison est médiocre. Gérès, l'entraîneur du moment, est limogé, remplacé par Arthur Georges. De même, Bietri, président venant d'arriver, démissionne. Il est remplacé par Laurent Perper et Arthur Georges, fraîchement arrivé, est rapidement remplacé par Philippe Bergerot. Après une saison ratée, l'été 1999 donne lieu à un grand ménage. Bernard Bia, Laurent Robert et même Christian quittent le club, eux qui venaient tous d'arriver l'année précédente au Paris Saint-Germain. Ça permet au Paris Saint-Germain de se relancer, de finir deuxième, malgré une triste défaite en Coupe de la Ligue en finale face au FC Guignon. Saison 2000-2001. À domicile, on performe, à l'extérieur, c'est beaucoup plus dur. Bergerot, l'entraîneur, présent depuis 2 saisons, est limogé et remplacé par Luis Fernandez, mais les résultats ne s'améliorent pas. En phase de groupe, nous sommes éliminés de la Ligue des Champions. C'est d'ailleurs cette année qu'a lieu le fameux match contre Galatasaray qui dégénérera et qui donnera lieu à de graves, très graves incidents en tribune. En championnat, Paris termine 9ème, mais cette année, comme vous le savez, voit arriver une de ses plus grandes pépites. Ronaldinho, en avril, signe au Paris Saint-Germain et arrivera en juillet. Durant l'été, Canal+ également en profite pour obtenir 98% des parts, donc racheter les 30% des parts manquantes qu'il n'avait pas encore. C'est un sacré mercato pour le Paris Saint-Germain qui dépense pas mal d'argent pour faire venir José Alozio, Gabriel Heinz. Malgré ça, Paris ne se relance pas vraiment. En Coupe de l'UEFA, Paris est éliminé dès le premier tour. On termine 4ème du championnat, on loupe la Ligue des Champions et Anelka, fraîchement arrivé, est également très médiocre. Suite à de nombreux recrutements malheureusement ne portant pas leurs fruits, on pense à Anelka principalement, le club est très endetté. C'est la merde, disons-le clairement, c'est vraiment la merde. Le club a 65 millions d'euros de déficit et pour l'époque c'était juste énorme. Pour régler nos dettes, on facilite le transfert de Ronaldinho au FC Barcelone qui réalisera 2 saisons plutôt intéressantes au Paris Saint-Germain, mais pas à la hauteur de ce qu'il a pu ensuite réaliser. Dommage qu'on n'ait pas eu Ronaldinho à 100%. Francis Graille est nommé président et il est chargé de mettre de l'ordre dans les comptes parisiens qui sont clairement pas ouf à ce moment-là. De même, Luis Fernandez est limogé et ne reviendra plus cette fois au Paris Saint-Germain. Saison 2003-2004, Ronaldinho parti, on termine 2ème du championnat. On gagne la Coupe de France contre Châteauroux 1-0. Et sur cette saison, devinez qui est le meilleur buteur. Et oui, Paoletta, 18 buts en première division et 23 toutes compétitions confondues. Et oui, parce que Paoletta, pour remplacer Ronaldinho, venait d'arriver, le buteur portugais qui, on le sait, offrira sa vie, son âme pour le club. Saison suivante, Jérôme Bretagne, Sylvain Armand, Mario Yepes sont recrutés, mais malgré ces petites arrivées plutôt sympatoches, on termine dernier du groupe de Ligue des Champions. Et c'est pas tout, parce qu'une taupe a trahi les secrets du vestiaire, du coup l'ambiance générale du club n'est pas incroyable, les supporters grondent contre le politique et le dirigeant. Laurent Fournier nommé entraîneur, ça ne s'arrange pas vraiment, le club termine 9ème en championnat. Canal, pas satisfait du travail de Graille, le remplace par Pierre Bleillot. Saison 2005-2006, malgré l'arrivée de Bonaventure Kalou, de Vikash, d'Orazo, l'équipe est vraiment belle sur le papier, on a des Paoletta, on a plein de bons joueurs à tous les postes, vraiment. Le Paris Saint-Germain démarre assez bien, mais s'écroule petit à petit et termine seulement 9ème. Mais, petite satisfaction, on remporte une nouvelle Coupe de France, et pas contre n'importe qui, contre nos amis marseillais de 1.
évidemment toujours plutôt satisfaisant, même si cette saison est médiocre et le club semble patauger ces temps-ci. En juin 2006, c'est un véritable tournant du club. Canal+ revend toutes ses parts à un fonds d'investissement américain, Colony Capital. Alain Kézak est nommé président du club le 20 juin 2006, mais malgré le changement de direction et de directeur, Paris n'y arrive pas. Malgré le retour de Rai en tant qu'ambassadeur pour l'Amérique latine, non, ça ne marche pas. Contre l'Hapoel Tel Aviv, on perd 4-2 au parc, qui plus est. Ça donnera lieu à la mort tragique d'un policier aux abords du stade après une embrouille entre supporters. Guy Lacombe, entraîneur de l'époque, est remplacé par Paul Le Guen, qui fera plutôt de bonnes choses, arrivant à sortir de la zone rouge du championnat de Paris Saint-Germain et de faire finir le club 15e, et également d'atteindre les 8e de finale de l'UEFA, même si malheureusement on n'ira pas plus loin. La saison 2007-2008 est la pire qu'a connue le club, avec pourtant de grandes arrivées comme Grégory Bourillon, Didier Digard, Zoumana Camara. Le Paris Saint-Germain n'y arrive absolument pas. C'est une époque connue puisqu'à l'extérieur on avait d'excellents résultats, mais au parc c'était catastrophique. Le Guen a donc l'idée de titulariser l'équipe jeune contre Valenciennes au parc. Ça ne marchera pas. Il revient donc rapidement avec l'équipe type au Parc des Princes, mais rien à faire. En décembre, Paris est dans la zone rouge et y est bien installé. Paris revient à peu près dans le vert, mais redescend dans le rouge, dans les relégables, ça ne s'améliore pas vraiment. Alain Kézak, qui était président, démissionne le 21 avril, remplacé par Simon Tahar, et Paris, après des montées, des descentes, des montées, parviendra à remonter hors de la zone de relégation après une victoire mémorable contre Sochaux en gagnant 2-1. On arrivera tout de même à se hisser en finale de la Coupe de France, mais on perdra 1-0 contre Lyon. L'événement le plus marquant de cette saison est donc sans doute la fin de la carrière de Paoletta, qui la terminera au Paris Saint-Germain. Il inscrira avant de la finir son 200e but en France et terminera sa carrière sur une triste défaite 1-0 contre Lyon, perdu après prolongation en Coupe de France. Saison 2008-2009, moyenne, Paris termine 6e, ne se qualifiant donc pas pour les compétitions européennes. Rien de notable en Coupe nationale. Et été 2009, Antoine Kombouaré est désigné pour remplacer Paul Le Guen. Grégory Coupé, Christophe Jallet comble les départs de Michael Landreau, Fabrice Pancrate et également Jérôme Bretagne. Le début de saison est exceptionnel. Paris est ex-aequo avec Bordeaux, mais le banc parisien n'est plus aussi étanche qu'il avait pu l'être quelques années auparavant. Ça nous cause défaut et on s'écroulera à la 13e place, mais on remportera toutefois une énième Coupe de France contre Monaco. Saison 2010-2011, dernière saison avant la fin d'une ère. Après un début de saison super intéressant comme souvent, mais on terminera 4e du championnat, pas assez pour la Ligue des Champions malheureusement. En Coupe de France, on atteindra la finale où on s'imposera contre Lille. Et alors qu'on jouait l'Europa League, on chutera en 8e de finale contre le Benfica Lisbonne. Malheureusement, l'ère Colony Capital a été un véritable échec au Paris Saint-Germain, et comme vous le savez, durant l'été 2011, le Qatar est arrivé. Ils achètent 70% des parts pour 40 millions d'euros, alors que Grégory Coupé et Claude Makélélé prennent leur retraite, que Ludovic Giuly part à Monaco, Colony Capital signe l'arrivée de Nicolas Douchez, avant de passer la main à Nasser Al-Khelaifi, qui n'aura pas vraiment le temps de recruter de véritables joueurs durant ce premier mercato estival 2011. En revanche, Nasser Al-Khelaifi recrute Leonardo, ancien joueur du club, et également Jean-Claude Blanc, qui lui sera nommé directeur général. Leonardo aura tout de même le temps de signer quelques bons joueurs comme Jérémy Ménez, Mohamed Sissoko, le grand gardien Salvatore Sirigu, mais également Kevin Gamero et Blaise Matuidi. On parviendra tout de même à faire signer Javier Pastore, qui à l'époque était considéré par Nasser Al-Khelaifi comme le nouveau Messi. Ça n'a pas été ça, mais ça reste quand même un très grand et très bon joueur. On ne s'est bien sûr pas arrêté là, puisque durant le mercato hivernal 2011, là c'est une véritable boucherie. On limoge Antoine Kombouaré pour Carlo Ancelotti, grand entraîneur déjà confirmé, et sont également recrutés Maxwell, Thiago Motta et Alex, 3 joueurs qui feront clairement le bonheur des Parisiens. Bravo Leonardo. Le 12 mars 2012, QSI également en profite également pour acheter les parts restantes, les 30% restants de Colony Capital, et devient donc 100% propriétaire du Paris Saint-Germain. Malgré les arrivées de ces champions internationaux, Paris termine 2e derrière Montpellier, qui cette saison a fait une saison de malade mental, disons-le. Mais ce n'était que le début, car vous le savez, fin de la saison, été 2012, Zlatan Ibrahimovic, Verratti, Thiago Silva, Lavezzi, David Beckham lors du mercato hivernal, bref, une dinguerie par les Qataris. Mais la saison est rendue pas évidente à cause du non-départ, on ne savait pas trop à l'époque, de Carlo Ancelotti. Ça a créé une ambiance assez morose, assez médiocre autour du club, qui finira finalement bel et bien par partir au Real de Madrid, et c'est Laurent Blanc qui vint le remplacer quelques temps plus tard. De même, triste nouvelle, Leonardo, après un petit énervement et un petit coup d'épaule infligé à un arbitre lors d'un match compliqué contre Valenciennes, sera critiqué et décidera finalement d'annoncer sa démission quelques temps plus tard. Malgré ces quelques pépins, on parvient jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions, chose qui n'avait plus été faite depuis 1995. On se fait éliminer après une double confrontation mémorable et
vraiment pas mauvaise contre le FC Barcelone. Pour la 3e fois de l'histoire du club, on remporte le championnat après une victoire contre Lyon 1-0, mais on finira par se faire sortir en quart de finale de la Coupe de France comme de la Coupe de la Ligue. En 2013, c'est également le maillot du Paris Saint-Germain que je préfère, je le trouve vraiment stylé, je sais pas ce que vous en pensez, c'est mon maillot préféré. Verratti dedans était tellement beau, disons-le, et c'est pour ça que justement je fais gagner un maillot de Verratti, le maillot officiel du Paris Saint-Germain 2013 avec écrit derrière Verratti, mais également le maillot 2020 de Neymar. Ça me coûte à peu près 300-400 €. J'espère du coup que ça vous plaira ce genre de concours. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne et pour valider son inscription, il faut mettre un commentaire. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, maman, papa, ou vous pouvez également donner mon avis sur ma vidéo, pourquoi pas, et j'avoue que ça m'intéresse plus que d'avoir des mamans, papa dans les commentaires. La suite, vous la connaissez, alors je vais faire très rapide. Paris performe en Coupe nationale, championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, tout y passe, on rafle pratiquement tout depuis l'arrivée des Qataris. En revanche, la Ligue des Champions est devenue complexe. Le Paris Saint-Germain en tout cas continuera de faire des recrues exceptionnelles, des David Luiz, des Di Maria, des Draxler, des Neymar, des Mbappé, des Alves, des Icardi, des Buffon. Sur le banc, on a également eu du Blanc, du Emery et Tourelle. Dans son histoire, jamais le Paris Saint-Germain n'a vraiment eu les top entraîneurs et c'est clairement regrettable car un entraîneur, ça change tout. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lâcher un like. J'essaierai de faire d'autres grandes vidéos comme ça pour les grands paliers d'abonnés, genre les 50 000, peut-être les 100 000 abonnés sur l'histoire de Neymar, d'Mbappé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Crevez pas, prenez soin de vous. Salut.